Merci de vous joindre à nous. 1 milliard de dollars, la contribution algérienne à la stabilité sécuritaire en Afrique, c'est le fait marquant de ce 36e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Sommet de tous les défis, l'Algérie initie un geste concret de solidarité en faveur du développement économique, mais surtout de la stabilité sécuritaire du continent africain, menacé par la guerre au Sahel, en Libye notamment, en République démocratique du Congo, les crises alimentaires et sanitaires, une sécheresse historique et une zone de libre-échange continentale encore inopérante. L'Algérie a aussi appuyé son attachement à la réforme urgente du Conseil de sécurité des Nations Unies, dans lequel l'Afrique n'est toujours pas représentée. Kamel Mensari, directeur de publication au quotidien Le Jeune Indépendant et consultant à Canal Algérie pour les questions internationales, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, la sécurité et le développement sont directement liés, on le sait. L'Algérie a investi dans les projets de développement en Afrique. C'est l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement qui va gérer cet argent. Concrètement, quels sont les pays qui pourraient en bénéficier? D'abord, sans stabilité, il n'y a pas d'économie. Donc forcément, l'objectif est d'aller vers des projets qui vont favoriser justement une sécurité, moins pour favoriser les projets économiques en cours, ou bien retenus au sein de la ZLECAf, ou bien au niveau bilatéral, ou dans la région du Sahel. Forcément, donc, les milliards, c'est une somme qui, à la rigueur, va permettre à l'agence de développement de cibler d'abord les secteurs qui peuvent en bénéficier, que ce soit directement en forme d'aide, parce qu'il y a la question de la formation pour des cadres ou pour des dirigeants, des start-up par exemple, qui vont être initiés. Aujourd'hui, il y a le 1 milliard, donc probablement d'autres pays vont suivre, ou bien l'Algérie elle-même va davantage fournir des aides supplémentaires pour concrétiser son ambition de voir que la stabilité économique ne peut se faire sans stabilité sécuritaire. Donc l'agence va d'abord cibler les segments ou bien les projets qui vont profiter de cet argent. En plus, est-ce que cet argent-là va dans des secteurs ou qui seront ciblés à la fois par les pays pilotes au sein de la ZLECAf, ou bien directement dans les pays concernés, notamment les pays voisins de l'Algérie. Vous avez parlé de pays qui pourraient suivre. Est-ce que c'est une façon d'initier un peu une forme de solidarité africaine? C'est ce qui est justement observé. C'est qu'il y ait, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains dans une situation de marasme économique et sécuritaire intense, qu'il faut qu'il y ait des aides directes. C'est-à-dire on ne peut pas rester les mains croisées tout en observant à partir des effets du Covid-19 et de la situation en Ukraine, où il y a beaucoup de pays qui sont dans une situation de détresse sur le plan alimentaire, par exemple. Donc, il y a des crises énormes dans le continent. Faire ce genre de dons était nécessaire justement il ne s'agit pas des aides à l'occidentale, c'est-à-dire fournir des aides qui n'ont pas de plus-value, c'est-à-dire qu'ils ne retournent pas avec une création d'emplois ou de richesse. Il s'agit d'aides ciblées, c'est-à-dire une aide qui va vers des secteurs dont réellement besoin. Ce n'est pas des aides gouvernementaux d'un gouvernement à l'autre, mais vers des projets, vers des agences et vers des partenaires et des opérateurs. Donc ça va aller directement sur le terrain, contrairement aux aides occidentaux qui passent par des canaux officiels et qui parfois font preuve de déperdition. Donc, on est là vers quelque chose de concret. Certes, c'est pas suffisant pour un continent qui a énormément de problèmes, qui a énormément de demandes et d'attentes. Aujourd'hui, l'Union africaine fait face à beaucoup de défis. Quand je dis l'Union africaine en tant qu'institution, sans parler des pays eux-mêmes qui font face à des crises graves économiques et sans parler en parallèle des crises sécuritaires qui sont toujours en cours et qui durent depuis plusieurs années. Oui, justement, le président des Comores, dont le pays préside désormais l'Union africaine, vient justement de demander l'annulation totale de la dette africaine pour permettre une relance économique post-Covid. 22 États africains, dit-il, sont dans carrément un marasme économique, selon la Banque mondiale, et concentrent une part notable des 1071 milliards de dollars de la dette extérieure du continent. On a toujours parlé
d'une économie africaine globale résiliente face au choc Covid et crise ukrainienne. On a toujours parlé de croissance en Afrique et aujourd'hui on ose dire qu'il y a un choc économique, il y a une crise économique dans le continent africain et plusieurs pays en souffrent. Si on pense à la résilience, c'est difficile de dire, c'est pas le cas vraiment partout. Hein. Donc il y a des pays qui ont les moyens. 22 pays, c'est énorme. Il y a des moyens qui peuvent amortir le choc, dotés de matières premières ou de ressources financières énormes comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Kenya, l'Algérie. Donc c'est des pays qui peuvent amortir le choc, soit post-Covid, soit avec la crise de l'Ukraine, surtout avec la hausse des prix. D'autres pays ne peuvent pas. Donc il y a des pays enclavés comme le Mali, la Burkina Faso, des pays qui n'ont pas d'autres ressources et même ils sont dans une situation de détresse, non seulement économique mais sécuritaire. Donc c'est difficile. Ouais. La résilience ne peut pas être partout la même. Donc il y a cette réalité qui est de la dette. Il y a eu des initiatives qui sont bilatérales ou unilatérales, c'est-à-dire des pays comme l'Algérie peuvent effacer des dettes. Mais ça reste, il y a des créanciers qui ne sont pas africains. Il ne faut pas oublier que ça vient. Le club de Londres et le club de Paris. Les créanciers privés. Oui, les clubs de Londres et le club de Paris. Donc, ils ont des dettes envers ces pays-là. Ça reste, soit ça passe par le FMI pour un réchelonnement, soit ça passe directement par un effacement. Par contre, les États comme la Chine qui ont décidé d'effacer la dette de plusieurs pays, donc la Chine, au moins, elle a transformé ces dettes-là en investissement local pour qu'ils profitent, par exemple, les pays concernés, contrairement aux pays occidentaux qui n'ont pas cette latitude de faire en sorte à ce que cette dette se transforme en investissement ou bien elle est amortie d'une manière qui permet directement aux pays concernés d'aller vers des projets structurants. Donc il y a peu de chances que cette doléance se soit... Non, il a tiré la sonnette d'alarme, Soumani a tiré la sonnette d'alarme, il a été entendu, mais la question de la dette n'est pas proprement africaine, même si la Banque africaine de développement essaie par des projets, disons-le, structurants certes, mais ils sont limités en termes d'impact. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas aller dans des projets énormes qui peuvent effacer des dettes entières, qui peuvent amortir le chômage ou qui peuvent relancer des industries ou bien ce qui a été d'ailleurs appelé par le NEPA de l'agriculture maraîchère, par exemple, dans des pays qui sont vraiment dans le besoin. Aujourd'hui, c'est l'inflation, c'est la hausse des prix dans le monde qui font que l'Afrique a un grand problème. Sans oublier les approvisionnements en céréales qui posent un problème. Il y a difficulté de faire... Et une sécheresse historique, il faut le rappeler. Bien sûr. Donc s'il y avait au moins le marché était normal, régulier. Mais la guerre en Ukraine a privé l'Afrique des approvisionnements en blé tendre, donc céréalement. Donc c'est ça qui est l'un des problèmes majeurs auxquels fait face l'Afrique. Mais ce n'est pas le seul. Donc on a un problème de la sécurité, on a le problème... On va justement arriver à peu près chacun des problèmes qui ont été soulevés lors de ce sommet. La zone de libre-échange continentale africaine, elle est selon vous un petit peu l'enjeu majeur de cette rencontre. C'est un projet qui mature depuis 2012. Il y a clairement des réticences de certains gouvernements particulièrement attachés à leur protection de leurs intérêts nationaux. Et pourtant, il existe des blocs régionaux parfaitement intégrés économiquement. Pourquoi on ne peut pas calquer ça sur le plan continental ? Non, c'est l'objectif justement de la ZLECAf, c'est de rassembler tous ces communautés. Pourquoi il y a des réticences alors ? Attendez, donc il y a toutes ces regroupements. La ZLECAf, elle est venue les rassembler. C'est-à-dire la communauté de la CEDEAO, la communauté de l'Afrique australe, la communauté des pays sahélo-sahéliens. Tous ces communautés régionales étroites ou bien limitées vont être regroupées dans la ZLECAf. L'objectif de la ZLECAf, c'est justement de créer un marché africain intégré. Aujourd'hui, les échanges interafricains représentent 17% de tout le commerce et de tous les échanges, et dans le monde, ce n'est que 4%. Donc, ce n'est pas depuis 2012, mais depuis 1991, lorsque les Africains ont commencé à réfléchir. Mais l'inauguration du projet, c'était en 2012. Donc on est dans cet objectif-là. En 2012, il y a eu la démarche. La plupart des pays ont signé en mars 2018. Ceux qui ont ratifié, il y en a 44 pays qui ont ratifié et qui ont déposé les instruments dans l'Algérie. Mais il y a d'autres pays qui ne l'ont pas fait, comme la Libye. Elle n'a ni ratifié ni déposé les instruments. À ce jour, ce pays pose un problème qui est un pays émergent en matière d'hydrocarbures. C'est une porte vers l'Europe. Donc la stabilité de la Libye, comme celle du
Sahel sont importantes. Donc on ne peut pas rassembler toutes ces communautés ou ces regroupements économiques éparses. Sans un pays comme la Libye. Sans la Libye, parce qu'elle fait partie déjà de la communauté des pays sahélo-sahéliens, de l'UMA, et aussi de l'Afrique. Alors pourquoi il y a des réticences quand même? D'abord, c'est pas des réticences. Il y a un projet qui est en cours. C'est un projet pilote qui a été initié, qui rassemble 8 pays. Il y a le Ghana, le Nigeria, y compris la Tunisie, qui vont servir de pilote. C'est-à-dire en termes de choix, de liste de produits qui vont circuler dans ce marché. Matières premières, semi-finies ou finies. Il y a des pays qui peuvent exporter du thé, d'autres du café, des climatiseurs par exemple. Il faudrait les soumettre à la levée des barrières douanières ou à la levée totale. Donc, ça se négocie. Donc, une liste est en train d'être mise en place avant de pouvoir la généraliser à tous les pays. Certes, des pays qui sont dans une sorte de protectionnisme, ils refusent des produits extérieurs alors qu'ils encouragent le produit local. Est-ce que ce produit local va être exportable ou pas? Il y a des paramètres qui ont été fixés. Il y a une sorte disons, d'étiquetage, par exemple. Tous ces modèles-là doivent être pris en charge dans l'étude des produits qui peuvent être commercialisés d'ici, dans les années à venir. Mais des craintes aussi par rapport à la monnaie unique? Pour le moment, nous sommes dans le stade de pilotage. Donc, les projets est à stade de pilotage. On va examiner ce que ça donne. On va voir qui sont les produits qui peuvent aujourd'hui ou demain être commercialisables. Nous sommes toujours dans l'état. C'est vrai qu'il y a des négociations qui vont se faire. Des pays sont avancés. Par exemple, on ne peut pas mettre, par exemple, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Algérie dans le même niveau que d'autres pays qui sont dans moindres importances ou qui n'ont pas les potentialités économiques que possèdent l'Algérie, l'Égypte ou le Nigeria. Ça se fait notamment dans les BRICS, tous les pays. Les BRICS ne sont que 4 et 5 et pour le moment... 4 et 5, mais qui ne sont pas logés à la même enseigne sur le plan économique. Non, attendez, quand même, le Brésil est un pays important, l'Inde c'est un pays important, la Chine c'est presque, disons-le, des poids lourds. On n'a pas le BRICS, on n'a pas le Brésil avec le Burundi, par exemple, le Mali. Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Il y a des solutions, il y a des mesures qui doivent être prises au niveau des pays pour se préparer. Même l'Algérie ne peut pas accéder demain au BRICS sans préalablement préparer son entrée. Et son entrée ne peut se faire pas dans une année ou deux, probablement d'ici 2030, parce qu'il y a beaucoup de mécanismes qui doivent être garantis par chaque pays avant d'accéder, par exemple, au BRICS. C'est le même cas pour la ZLECAf. Donc, il y a aujourd'hui, qu'est-ce qui se pose problème pour la ZLECAf? C'est de savoir si le pilote est en train de fonctionner. Après, on va faire ce qu'on appelle du tuning. On va arranger au fur et à mesure et aller de l'avant. On ne peut pas, par exemple, aujourd'hui, parler d'un marché commun alors qu'il y a énormément de difficultés dans chaque pays. C'est comme pour l'OMC. L'OMC, beaucoup de pays ont passé 15 ans à négocier avant d'arriver à intégrer l'OMC. L'Algérie a mis presque une douzaine d'années avant de signer son accord d'association avec l'Union européenne. Donc, est-ce qu'il y a des craintes aussi par rapport à la monnaie unique? Ça, c'est un autre... Non seulement le ZLECAf n'a pas pour objectif de créer un marché commun, une monnaie commune, mais bien évidemment, sur le plan politique et économique, il faut la libre circulation des marchandises, la libre circulation des personnes. On ne peut pas, par exemple, aller vers un marché commun sans pour autant ne pas penser à laisser libre cours aux marchandises de circuler librement dans toute l'Afrique, y compris les personnes. Donc c'est ça. Il y a des étapes qui vont commencer. On va commencer par définir une liste des marchandises qui peuvent être échangées. Après, il y aura la levée ou bien restriction, levée partielle ou complète des tarifs douaniers, des barrières douanières. Après, on ira probablement vers la monnaie. Certes, c'est quand même un marché unique qui permettra à l'Afrique de se positionner parmi les 3 plus grands marchés mondiaux. C'est le continent qui a le plus de potentiel en matière de croissance. Surtout les matières premières. Donc, l'Afrique gagnerait évidemment à accélérer 1,6 milliard d'habitants. Donc, c'est énorme comme marché.
Et c'est le seul marché qui reste pratiquement fertile et en même temps vierge. Il a le potentiel et c'est le seul où les investissements sont peu nombreux. On va un petit peu avancer sur le plan sécuritaire avec cette conférence de réconciliation nationale sous l'égide du président congolais Denis Sassou Nguesso à la tête du comité de haut niveau sur la crise libyenne. C'est l'une des conclusions de ce 36e sommet. Et déjà, les craintes sur l'absence de consensus de toutes les parties, en tout cas de la présence de toutes les parties à cette rencontre. Est-ce qu'on peut craindre déjà un échec, encore une fois, de l'initiative elle-même? Vous savez, déjà le dossier libyen, il est sur la table de l'ONU. Donc il y a déjà des efforts qui en sont fournis par Abdoulaye Bathily. Donc il est chargé par l'ONU. Donc c'est un dossier onusien. Mais la question libyenne, elle est certes proprement africaine, mais en même temps, il y a une communauté internationale, il y a l'ONU qui s'y implique. En plus, il ne faut pas oublier que sur le terrain... Sans de grands résultats, on peut le dire. Bien sûr, non, mais il y a un calendrier qui a été... Ce serait bien que l'Union africaine se réapproprie un petit peu... Elle ne peut pas, elle ne se réapproprie pas, mais elle accompagne. Elle apporte sa contribution. Donc, parce que le dossier est déjà... On a un délai sur les élections jusqu'à la fin 2023. Oui. Aujourd'hui, il y a une démarche qui est faite au niveau libyen entre le Meshri et Hagila Salah s'agissant de la Constitution, parce que c'est ça la base. Sans constitution, il ne peut pas y avoir de loi électorale, encore moins rassembler les institutions. Aujourd'hui, cette question-là reste en suspens. On voit un petit peu les divergences, surtout les ingérences étrangères qui posent problème en Libye. On a des forces libyennes, politiques et militaires qui sont adossées à des puissances. D'un côté, on a le gouvernement de Dbeiba qui a ses soutiens et ses militaires locaux et extérieurs. Aqila Salah et général Haftar, le maréchal Haftar, lui aussi, il a ses appuis. Bachara qui gouverne seul, certes, il faut croire qu'il a son propre cabinet, il a le Parlement avec lui. Aujourd'hui, il y a eu l'accord du Caire, c'est-à-dire la conférence. Sans revenir sur toute la crise, l'Afrique, ce serait long, évidemment. Oui, bien sûr, ça serait long. De revenir sur l'ensemble de si on veut impliquer l'Afrique, il y a ces données-là dont elle vient tenir compte, et Sassou Nguesso peut éventuellement, il a au moins le mérite d'être sincère dans sa démarche. Il a toujours démontré qu'il veut vraiment une solution et qui va... Non, mais concrètement, il a déjà approché le conseil présidentiel libyen. Avant d'approcher le conseil libyen, il n'oubliait pas qu'il avait déjà discuté avec l'Algérie sur cette question. C'est-à-dire que les autorités algériennes avaient récemment approuvé et apporté leur soutien à sa démarche en matière de rassemblement des Libyens. Oui. Donc on est dans cette optique-là. Pourquoi l'Algérie est soucieuse que sa démarche aboutisse? Parce qu'elle a un grand problème frontalier. Donc il y a un problème sécuritaire qui se pose à l'Algérie. Donc accompagner cette démarche quand on voit qu'il y a des tergiversations, que la solution onusienne n'aboutit pas, on risque d'aller vers un nouveau report après 2023. Justement, donc, cette rencontre Kamel Mensari, c'est justement pour accélérer un petit peu le processus d'organisation des élections. Est-ce que vous pouvez nous répondre juste sur cette question? Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait justement initier ou relancer un petit peu la solution en Libye? Tout dépendra des Libyens. Ce n'est pas l'Afrique qui va... On n'impose rien aux Libyens. On leur donne les mécanismes. Oui, il s'agit de proposer. Si les Libyens ont la volonté d'aller loin, c'est-à-dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque sur le terrain? Qu'il y a certainement certaines mesures qui sont prises, des initiatives, notamment pour la Constitution. Parce que c'est quoi le problème en Libye? On a des élections. Mais avant les élections, il faudrait qu'il y ait des textes fondamentaux. D'abord la Constitution, le rassemblement des institutions et le rassemblement de l'armée. Ces trois paramètres, conditions ne sont pas encore réglés. C'est le même problème qui se pose pour l'accord d'Alger en Mali. Donc il y a beaucoup de conditions qui devaient être concrétisées, n'ont pas été concrétisées, notamment le désarmement des milices, des groupes armés en Mali. Donc c'est le même cas presque en Libye, avec une différence que la Libye, ce sont les Libyens qui ont deux institutions différentes, deux parlements différents, deux présidents. C'est un cas particulier, effectivement. Alors, toujours sur les questions sécuritaires présentes aux travaux de ce sommet, le SG de l'ONU a appelé à la création d'une mission d'imposition de la paix dirigée par l'Afrique et soutenue par les Nations Unies avec des financements garantis. Ce sur quoi le président de la Commission africaine répond: le débat dure depuis au moins 10 ans avec le Conseil de sécurité des Nations Unies sans résultat.
avec les efforts de nos États, dit-il, nous avons déjà un peu plus de 300 millions de dollars. Mais le maintien de la paix, pour le maintien de la paix, c'est une somme dérisoire. Cela coûte excessivement cher. Donc il y a cet échange aujourd'hui, ces choses qui sont dites clairement, que les Nations Unies n'accompagnent pas assez, en tout cas sur le plan financier, ces missions de la paix pour en finir avec l'ONU n'est pas un financier, donc l'ONU fait appel toujours aux donateurs. Aux donateurs, évidemment, aux bailleurs de fonds. C'est pas une banque, en plus de ça, comparer les 300 millions à 1 milliard d'Algérie, donc on voit un petit peu la sincérité ou le sérieux apporté par les uns et les autres. Ouais. Donc ce qui concerne l'appel du TRS, c'est vrai qu'il a raison d'appeler à la paix, ça reste toujours une position politique, mais la paix en Afrique n'est pas tributaire et n'est pas l'apanage des Africains seuls. Si en même temps, les puissants au sein du Conseil de sécurité ne font pas barrage, on n'utilise pas l'Afrique comme un terrain de divergence entre puissances. On voit un petit peu les divergences et les luttes en souterrain ou directes entre la Russie, les États-Unis d'un côté, entre les États-Unis et la Chine de l'autre, les États-Unis et la France d'un côté, les Russes de l'autre et les Chinois. Donc il y a une véritable bataille qui se mène sur le dos des Africains, notamment dans le pays du Sahel. Donc on ne peut pas demander de l'ONU d'apporter la paix alors que ceux qui sont censés la paix, les 5, sont en train de la contrarier cette ambition. Donc c'est pour cela que l'Afrique, elle n'a que les moyens politiques et certaines décisions comme être contre les coups d'État. Maintenant on est dans la tolérance zéro. On a rappelé que personne ne peut prendre le pouvoir par la force. L'Afrique le réaffirme et le réaffirme et le démontre encore une fois. Mais ceci dit, c'est qu'il y a certaines conséquences de ces coups d'État qui sont à l'origine provoquées par la présence des puissances étrangères dans l'Afrique et d'ingérence aussi. La question des Grands Lacs n'est toujours pas réglée, la question du Congo aussi, le Sahel, le Burkina Faso. Le Sahel, le Burkina Faso. Et cela soulève justement deux questions, Kamal Mensari, sur les coups d'État, l'épineuse question des sanctions imposées, comme actuellement contre la Guinée, le Burkina Faso et le Mali dans l'Union africaine, en réaction aux coups d'État survenus dans ces trois pays. Le président de la Commission africaine a remis en cause l'efficacité de cette mesure et dit qu'elle a provoqué plus de défiance que de résultats et qu'il appelle à la réforme du Conseil de paix et de sécurité en Afrique. Et puis, il y a la question récurrente de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU pour y représenter tout simplement l'Afrique. L'Algérie a réitéré cette doléance. Oui. En Afrique, on a vraisemblablement, bien sûr, si on reste dans la configuration actuelle et qu'on compte exclusivement sur les sanctions comme ça ont été dictées par la CEDEAO. Oui. Donc on reste dans le schéma de la confrontation. C'est vrai que ça va vous donner quoi? Là, on est un entêtement des Maliens, des Burkinabés, et pour ne pas justement céder, parce qu'il y a une pression populaire. Il ne faut pas oublier qu'ils ont eu l'effet inverse. Qu'est-ce qu'on a? On en a gagné, on a encore appauvri les Maliens et les Burkinabés. Oui. Ça s'est répercuté sur les populations. Donc ça a augmenté le ressenti anti-étranger, anti-CEDEAO. Donc on a créé une sorte de friction africaine. Donc qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? C'est-à-dire que pour le moment, c'est vrai que les négociations, comme le Mali, il y a une solution. L'accord de paix peut toujours aider. Et le fait que le pouvoir au Mali a annoncé la transition qui se terminera en 2024, en mars 2024, donc on est dans une certaine logique en moins vers le règlement. Mais en même temps, il ne faudrait pas qu'il y ait des mesures qui exacerbent et qui rendent difficile la mission du Conseil de la paix et de sécurité, parce que, quoi qu'il en soit, il reste une structure, disons, de conseil et n'a pas le pouvoir d'imposer quoi que ce soit. Donc, ceux qui imposent quoi que ce soit, si l'Afrique était maître de son destin, décider elle-même, mais on voit qu'en même temps, il y a des sanctions qui proviennent de l'ONU, qui proviennent des puissances, et qui rendent difficile, qui exacerbent la tension davantage, notamment dans les pays ciblés. Parce que pourquoi on est en train de faire en sorte à ce que le Mali est ciblé de la sorte entre les trois pays du Sahel? C'est parce qu'on pense que la Russie est derrière ça, qu'il y a un ressentiment anti-français. On ne pense pas aux réalités économiques, sociales et politiques, mais on pense à des ingérences. Donc chacun joue le jeu des intérêts, mais sans pour autant penser
avancé. Et la CEDEAO, elle a été piégée dans cette histoire. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire qui présidait cette instance, ce rassemblement, elle s'est précipitée probablement en imposant des sanctions sans pour autant voir comment négocier. C'est-à-dire, on ferme les portes de la discussion et donc ça a été contre-productif. Et on complique la mission de commission de la paix, on complique la mission des autres pays au sein de l'Union africaine qui n'ont pas voté. Ils ont voté l'exclusion parce que ça fait partie de la charte. Oui. Aucun pays membre ne peut être issu d'un coup d'État. Donc ça, c'est un principe. Contrairement à la position de la CEDEAO qui est allée très loin. Donc, exclusion du pays, il y a des mesures contre des personnes, contre les personnalités politiques. Donc, on est dans la confrontation. Un mot rapidement, Kamel Mensali, sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU pour passer aux 2 dernières questions qui nous restent. Bien évidemment, c'est une revendication. C'est une vieille revendication qui revient chaque année. Donc, quelle chance elle a, cette revendication de passer? Est-ce qu'on va continuer à la réitérer tout simplement? On a 54 pays africains. Donc, je ne vais pas leur donner la solution, ça ne vient pas de moi, ni de vous. C'est-à-dire qu'il y a une force, il y a un rassemblement qui doit faire en sorte à ce qu'il apporte sa voix unifiée. Donc on ne doit pas, par exemple, être dans l'Assemblée générale en train de voter d'une manière éparse sur des questions cruciales et en même temps on espère avoir une voix. Donc imaginez la question du Sahara occidental, elle fait divergence au sein de l'Union africaine et on espère avoir la même voix au sein du Conseil de sécurité. Et cette voix au sein du Conseil de sécurité, elle va être... Comment va-t-elle travailler à l'avenir si on a ces divergences? Si d'un côté il y a des pays qui signent une normalisation avec Israël, quel est le pays qui sera le mieux adéquat? Globalement, le contexte aujourd'hui géopolitique mondial, est-ce qu'il permet aujourd'hui cette réforme du Conseil de sécurité? Sa réforme est nécessaire, bien évidemment. Est-ce qu'il le permet? Bien sûr. Vu justement ces batailles acharnées, notamment dans le continent africain. Absolument. Il faut continuer. Ce que demande tout le monde, c'est qu'il y ait une poursuite de la pression de l'Afrique contre les 5. C'est ça. Donc c'est ça en fait. La solution, elle viendrait de levier de pression contre les États permanents. Mais il n'y a pas que l'Afrique qui commande. L'Amérique latine, l'Asie, il y a d'autres pays qui le réclament. Il faudrait qu'il y ait... On parle de la revendication africaine. Oui, mais c'est-à-dire quand il y a une revendication globale, elle aboutira à faire changer les choses au sein de l'ONU. Très bien. Expulsion d'une délégation israélienne introduite sans invitation aux travaux de ce sommet de l'Union africaine. C'est Moussa Faki, le président de la commission de l'UA, qui avait lui-même accordé, sans l'accord des membres de l'organisation, le statut d'observateur à l'entité sioniste. Il explique aujourd'hui qu'il n'a pas été invité officiellement et qu'un comité ad hoc de 7 chefs d'État africains, dont le président Abdelmadjid Tebboune, va rendre son verdict définitif sur ce dossier lorsque ce comité se réunira. Et c'est un comité d'ailleurs qui ne s'est pas réuni. La question est remise au calendrier grec. 2024. Oui. Mais vous savez, cet incident-là est extraordinaire. On voit comment Israël entre par effraction partout. Donc elle n'a pas été invitée, malheureusement. C'est le modus operandi des Israéliens. Donc entrer par effraction des institutions, entrer par effraction du territoire palestinien, entrer par effraction au Maroc, entrer par effraction dans l'Afrique, y compris. Donc on voit, c'est le modus operandi israélien. Maintenant. Par effraction au Maroc, pas sûr. C'est-à-dire, quand on dit par effraction, c'est-à-dire qu'on a été invité quand même. Non. Il y a ce qu'on appelle des pressions qui sont faites. Le Maroc est dans un état vraiment faible, mais c'est par effraction par rapport à la population. Il y a un rejet populaire. Donc on est en train d'imposer comme si on faisait entrer un corps qui est rejeté par tout le monde. Donc ce n'est pas, si on doit faire un référendum au Maroc, on saura qu'il est entré par effraction à travers le Marzen. Mais c'est pas ça. Il nous reste une minute quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la question, si Moussa Faki avait proposé le statut d'observateur à Israël, la décision n'a jamais été prise. Aujourd'hui, il le dit aujourd'hui. Elle est suspendue. Elle a dit on n'a pas invité la représentante israélienne, il n'y a pas eu de discussion sur le statut, c'est reporté en 2024. Il y a un comité ad hoc qui se réunit pour justement examiner la proposition, l'accès en tant qu'observateur. Et en plus, c'est la première fois qu'on voit qu'un pays, Israël, un polarisateur,
qui est expert entré en tant qu'observateur dans un continent dont la charte combat la colonisation et refuse qu'on soit membre par la force. Voilà. Le ministre des Affaires étrangères, Sultan Lamamra, a quand même averti contre une cassure irréparable. C'est donc qu'il y a certains pays qui pourraient adhérer à cette idée. Aujourd'hui, ce n'est pas toute l'Afrique qui adhère à cela, heureusement. Oui. Mais vous savez, quand j'ai parlé par infraction, il y a des infractions qui peuvent être commises par Israël par le biais des puissances qui la soutiennent en Afrique. Kamel Mensari, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur de publication au quotidien Le Jeune Indépendant et consultant de Canal Algérie. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très bientôt. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.